Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait lentement sur la petite ville de Charleston, en Caroline du Sud. Sur la route principale, un SUV noir avançait calmement, sans excès de vitesse. À l'intérieur, un homme en uniforme impeccablement repassé écoutait une station de jazz. Son visage, digne et calme, reflétait la sérénité d'un homme habitué à la discipline et à l'honneur. Cet homme, c'était le général Marcus D. Walker, commandant en chef des forces armées américaines, un héros décoré pour ses années de service et ses missions humanitaires à travers le monde. Mais à ce moment précis, il n'était pas un général. Pour certains regards, il n'était qu'un homme noir au volant d'un véhicule de luxe. Au coin de la rue, une voiture de police stationnait. Le lieutenant Brad Collins, un officier blanc au tempérament impulsif et orgueilleux, observait la circulation. Quand le SUV passa, il fronça les sourcils. Un type comme ça dans une voiture pareille ? Probablement volé, murmura-t-il en attrapant son talkie-walkie. Quelques secondes plus tard, les gyrophares s'allumèrent. Le général Walker regarda dans le rétroviseur, soupira, puis se rangea calmement sur le bas-côté. Il connaissait la procédure. Trop bien, même. Collins sortit de son véhicule, la main sur son arme. Main sur le volant. Pas un geste, cria-t-il en s'approchant, son ton agressif contrastant avec le calme de la situation. Walker obéit sans un mot. Puis-je savoir pourquoi vous m'arrêtez, officier, demanda-t-il d'une voix posée. Ferme-la. C'est moi qui pose les questions. Montre-moi tes papiers. Le général, sans bouger brusquement, tendit ses papiers militaires et son permis. Mais Collins ne les regarda même pas. Des papiers falsifiés. Tu crois que je vais avaler ça ? Un général, toi ? Allez, descends du véhicule. Walker tenta d'expliquer, mais le policier, aveuglé par son arrogance, le plaqua violemment contre la portière, lui passant les menottes sous le regard choqué des passants. Les caméras de téléphone se levèrent, enregistrant chaque seconde. Vous faites une terrible erreur, officier. Dit calmement Marcus. La seule erreur ici, c'est d'avoir cru que tu pouvais tromper un vrai flic, répliqua Collins, fier de son autorité. Mais quelques minutes plus tard, alors qu'il appelait pour transfert d'un suspect, une voix glaciale retentit à la radio. Ici le commandement central. Lieutenant Collins, relâchez immédiatement le général Marcus Walker. Vous venez d'arrêter le commandant en chef de l'armée des États-Unis. Le silence fut total. Les yeux de Collins s'écarquillèrent. Autour de lui, les passants le filmaient encore, murmurant d'incrédulité. Le général, debout, menotté, le regardait simplement, sans colère, mais avec une dignité qui le transperça comme une lame. Ce jour-là, le pays entier allait découvrir l'humiliation publique d'un héros, arrêté non pas pour un crime, mais pour la couleur de sa peau. Le lendemain matin, les rues de Charleston vibraient d'une agitation inhabituelle. Les journaux locaux, les chaînes d'information nationales et même les réseaux sociaux ne parlaient que d'une seule chose. Un policier blanc arrête et humilie le général en chef de l'armée américaine. Les images filmées par les passants s'étaient propagées comme une traînée de poudre. On y voyait le général Marcus D. Walker, les poignets menottés, son uniforme froissé par la brutalité de l'arrestation, et le lieutenant Brad Collins, l'air triomphant, ignorant totalement la gravité de ce qu'il faisait. Dans la salle de réunion du commissariat central, l'ambiance était glaciale. Tous les officiers évitaient de croiser le regard du capitaine Robert, le supérieur direct de Collins. Le capitaine, un homme d'une cinquantaine d'années à la voix grave, fixait son lieutenant d'un air mêlé de colère et de dégoût. « Collins, explique-moi ce qui t'a pris. »« Monsieur, j'ai vu un véhicule suspect, conduit par un homme qui ne correspondait pas au profil typique d'un militaire au gradé. J'ai agi selon la procédure. »« La procédure ?» s'exclama et en frappant du poing sur la table. « La procédure ne t'autorise pas à plaquer au sol un général décoré sans raison valable. » Collins tenta de se défendre, mais le capitaine le coupa net. « Tu t'es couvert de honte. Et tu as couvert toute cette unité de ridicule. » Pendant ce temps, au Pentagone, le général Marcus Walker se tenait devant une assemblée de journalistes.
Toujours calme, droit, son uniforme parfaitement repassé, il prit la parole devant les caméras. « Je ne suis pas ici pour ma réputation, dit-il d'une voix ferme. Je suis ici pour parler d'un problème bien plus profond. Ce que j'ai vécu hier n'est pas un incident isolé. C'est le reflet d'un système où un homme noir en uniforme est encore perçu comme une menace avant d'être vu comme un citoyen. » Un murmure parcourut la salle. Les journalistes prirent frénétiquement des notes. Marcus poursuivit. « J'ai servi ce pays pendant 35 ans. J'ai risqué ma vie pour lui, j'ai perdu des hommes sous mon commandement pour défendre la liberté. Mais hier, dans ma propre nation, j'ai été traité comme un criminel. Pas à cause de mes actes, mais à cause de ma couleur. » Son discours fut diffusé en boucle sur toutes les chaînes d'information. Les réactions furent immédiates, des milliers de citoyens descendirent dans les rues, portant des pancartes avec les mots. Respect pour le général Walker. Justice pour nos héros. Être noir n'est pas un crime. De son côté, le lieutenant Collins voyait sa vie s'effondrer. Suspendu de ses fonctions, harcelé par la presse, il était devenu l'homme le plus détesté du pays. Sa maison était encerclée de journalistes. Sa femme avait quitté la ville avec leurs enfants, incapable de supporter la honte. Assis seul dans son salon, Collins regardait la conférence de presse du général à la télévision. Marcus, toujours calme, ne demandait pas vengeance. Seulement justice et réforme. Cette dignité, ce contrôle, c'était ce qui le détruisait le plus. Le capitaine lui avait dit quelques heures plus tôt. « Tu ne comprendras jamais la grandeur d'un homme comme lui, Collins. Tu as voulu humilier un symbole. Tu as fini par humilier toute une institution. » Et pendant que le pays réclamait des comptes, le général Walker recevait un appel direct du président des États-Unis, qui lui proposait de diriger une commission nationale contre les abus raciaux dans les forces de l'ordre. La vengeance du général ne passerait pas par la colère, mais par la réforme, la vérité, et la chute lente de ceux qui l'avaient humilié. 2 jours plus tard, la ville de Charleston n'était plus la même. Les pancartes, les débats, les caméras, tout tournait autour d'un seul nom. Brad Collins, le policier qui avait humilié le général Marcus Walker. Son visage s'affichait sur tous les écrans, entre les éditoriaux furieux et les interviews d'experts. Certains demandaient sa démission immédiate, d'autres parlaient d'un procès exemplaire. Le pays entier s'interrogeait. Comment un officier de police pouvait-il ignorer le visage du commandant en chef de l'armée américaine? Au commissariat, l'atmosphère était lourde. Les collègues de Collins évitaient son regard, honteux de l'avoir connu. Le capitaine, après une réunion avec les autorités fédérales, entra dans le bureau du lieutenant. Il posa un dossier sur la table, froidement. « Brad Collins, vous êtes officiellement suspendu sans solde. Une enquête fédérale a été ouverte pour usage excessif de la force, détention illégale et discrimination raciale. » Collins leva la tête, livide. « Vous plaisantez ? C'était un malentendu. Je n'ai fait que mon travail. »« Ton travail » répéta en serrant les dents. « Ton travail n'est pas d'humilier un général sous prétexte qu'il est noir. Ce que tu as fait, c'est trahir ton serment de protéger la loi, pas ton ego. » Collins se leva brusquement, mais ajouta d'une voix ferme. « Tu devrais te préparer, Brad. Parce que tu ne vas pas seulement perdre ton insigne. Tu vas répondre de tes actes devant un tribunal militaire. » Pendant ce temps, à Washington D.C., le général Walker rencontrait le président des États-Unis dans le bureau ovale. La scène était solennelle. Walker, encore marqué par l'humiliation publique, gardait la tête haute. Le président, un homme d'expérience, posa une main respectueuse sur son épaule. « Général Walker, ce pays vous doit des excuses. Ce qui s'est passé est inacceptable. Je veux que vous dirigiez la nouvelle commission fédérale sur la réforme policière. Vous avez la confiance de la nation. » Walker prit une courte pause avant de répondre. « Monsieur le Président, je ne cherche pas la vengeance. Mais je ne peux plus me taire. Ce pays ne changera que si la loi protège réellement chacun de ses citoyens, peu importe sa couleur ou son uniforme. » Les caméras du monde entier captèrent le moment où Walker sortit de la Maison-Blanche, entouré de soldats et de journalistes. Son calme, sa dignité,
et ses mots mesurés faisaient de lui une icône nationale. Dans les jours qui suivirent, la chute de Collins fut rapide et brutale. Les commandants de police, craignant pour leur réputation, se désolidarisèrent de lui. Les sponsors du syndicat de police rompirent leurs liens. Et lorsque l'enquête fédérale révéla ses anciens rapports disciplinaires, des plaintes d'abus et de comportements racistes étouffés par le passé, l'opinion publique exigea sa tête. Une scène glaçante eut lieu devant le tribunal de Charleston. Collins, menotté, descendait d'une voiture de police sous les flashs des journalistes. Les mêmes chaînes qui, quelques jours plus tôt, avaient diffusé son arrogance, montraient désormais sa chute. Des citoyens criaient « Justice pour Walker !» Pas de place pour le racisme dans l'uniforme. Dans la salle d'audience, le général Walker assista silencieusement à la comparution. Quand le juge demanda s'il souhaitait témoigner, il se leva lentement, son uniforme décoré scintillant sous les projecteurs. « Je ne suis pas ici pour humilier un homme, mais pour que la justice soit entendue. Ce n'est pas ma dignité qu'il faut sauver aujourd'hui, c'est celle de notre nation. » Le juge, ému, hocha la tête. Collins, les yeux baissés, comprit enfin que la grandeur d'un homme ne se mesure pas à l'uniforme qu'il porte, mais à la façon dont il traite les autres. À la sortie du tribunal, Walker refusa toute interview. Il salua un groupe de jeunes soldats venus le soutenir, leur disant simplement « Ne laissez jamais la haine vous voler votre honneur. » Ce jour-là, le général gagna bien plus qu'un procès. Il gagna le respect éternel d'un peuple. Et mit à genoux le système qui avait tenté de l'humilier. 3 semaines après le procès du lieutenant Collins, les États-Unis vivaient un moment historique. Le général Marcus D. Walker avait été officiellement nommé directeur de la Commission nationale pour la justice et la réforme policière. Les foules acclamaient son courage, mais derrière son calme se cachait une détermination farouche, il ne voulait pas qu'on voie en lui une victime. Il voulait être le catalyseur d'un changement durable. Un matin d'hiver, sous le dôme majestueux du Capitole, le général prit la parole devant le Congrès américain. Des millions d'Américains suivaient son discours en direct. Droit, uniforme impeccable, regard perçant, il parla d'une voix posée mais puissante. « Je ne suis pas ici pour parler de moi. Je suis ici pour parler de ce que signifie porter un uniforme dans un pays qui se dit libre. Quand un soldat noir revient d'un champ de bataille et qu'il est traité comme un suspect dans sa propre rue. Quand un jeune homme est arrêté non pour ce qu'il a fait mais pour ce qu'il est. Alors notre liberté est une illusion. » Un silence solennel envahit la salle. Les membres du Congrès, d'habitude divisés, se tenaient immobiles. Walker continua, la voix vibrante d'émotion contenue. « Nous ne pouvons pas parler de sécurité sans parler de dignité. Nous ne pouvons pas parler de justice tant que certains visages inspirent la peur, et d'autres, la confiance, uniquement à cause de leur couleur. » À la fin de son discours, la salle se leva dans une standing ovation. Même ceux qui, la veille encore, doutaient de lui, comprenaient qu'ils avaient devant eux un homme d'État, un symbole, un héros moderne. Dès les semaines suivantes, la commission Walker lança plusieurs réformes majeures. Caméras obligatoires sur chaque uniforme de police. Formation nationale sur les biais raciaux pour tous les corps de sécurité. Procédure de contrôle citoyen dans chaque département de police. Sanctions renforcées pour les agents auteurs de discrimination. Mais Walker allait plus loin encore. Il créa une académie de l'éthique publique, où chaque futur officier devait suivre un cours obligatoire sur la valeur humaine derrière l'uniforme. « Tu peux porter une arme, disait-il à ses élèves, mais tant que tu ne sais pas respecter un visage, tu n'es pas digne de la porter. » Un matin, le général reçut une lettre inattendue. Elle venait d'un centre de détention de Caroline du Sud. Le nom sur l'enveloppe, Brad Collins. Dans cette lettre, écrite d'une main tremblante, l'ancien lieutenant demandait une audience. Contre toute attente, Walker accepta. Quand Collins entra dans la salle de visite, il semblait brisé. Plus d'arrogance, plus de colère. Il leva les yeux, incapable de soutenir le regard du général. « Je ne mérite pas que vous me parliez, monsieur. Mais je devais vous dire, j'ai eu tort. Ce jour-là, j'ai vu votre peau, pas votre âme. Et ça m'a détruit. » Le général resta silencieux un instant, puis répondit doucement. « Ce qui détruit un homme, Collins,
ce n'est pas la faute qu'il commet, mais l'incapacité à la reconnaître. Vous venez de faire le premier pas. Collins, en larmes, murmura. Je ne vous demande pas pardon. Je veux juste apprendre à être un homme meilleur. Walker posa une main ferme sur son épaule. Alors commencez par enseigner à vos enfants ce que vous avez appris de moi, que la couleur d'un homme ne définit jamais sa valeur. Les années passèrent. Le nom de Marcus D. Walker resta gravé dans l'histoire comme l'homme qui transforma une humiliation en révolution morale. Son visage orna les manuels scolaires, ses discours furent étudiés dans les universités, et son académie forma une nouvelle génération d'officiers plus humains, plus justes, plus conscients. Lors de sa retraite officielle, sur la grande esplanade du Pentagone, une foule immense l'acclama. Le président lui remit la médaille de la liberté, en disant « Général Walker n'a pas seulement servi son pays sur le champ de bataille. Il l'a sauvé de lui-même. » Walker leva les yeux vers le drapeau flottant au vent et murmura pour lui-même. « Je n'ai pas voulu la guerre. J'ai voulu la paix. Et cette fois, je l'ai gagnée. » 10 ans avaient passé depuis le jour où le général Marcus D. Walker avait quitté le service actif. Son nom résonnait désormais comme une légende, non seulement dans l'armée, mais dans tout le pays. Ses réformes avaient transformé le visage de la justice américaine, et son image, symbole d'intégrité et de courage, ornait les murs des écoles militaires. Mais ce matin-là, dans une petite académie du Texas, une cérémonie spéciale avait lieu. Sous un grand drapeau étoilé, des centaines de jeunes recrues en uniforme se tenaient au garde à vous. Parmi eux, un jeune homme noir, au regard vif et fier, Ethan Collins. Oui, le fils de Brad Collins. Le commandant de l'académie invita Ethan à monter sur scène pour recevoir la médaille du mérite civique, une distinction remise chaque année à l'élève le plus exemplaire. Ethan, ému, prit le micro. Sa voix tremblait légèrement, mais ses mots portaient avec puissance. Mon père était policier. Il a commis une faute grave, il y a longtemps. Une faute que beaucoup n'ont jamais pardonnée. Mais un homme lui a tendu la main au lieu de le détruire. Cet homme, c'était le général Marcus D. Walker. Un murmure parcourut la salle. Ethan leva les yeux, cherchant la photo du général accrochée derrière la tribune, son visage grave et apaisé sous le cadre doré. Ce général aurait pu choisir la vengeance. Il a choisi la justice. Il aurait pu nourrir la haine. Il a préféré enseigner le pardon. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Parce que cet homme n'a pas seulement changé mon père. Il m'a appris que l'honneur, ce n'est pas ne jamais tomber, c'est se relever sans haine. Un silence respectueux s'installa. Puis, lentement, toute l'assemblée se leva pour applaudir. Les larmes coulaient sur le visage du vieux capitaine, présent parmi les invités. Il murmura. « Walker, tu as vraiment gagné cette bataille. » Plus tard, Ethan se rendit seul au cimetière national d'Arlington. Devant la tombe sobre du général Walker, il posa sa médaille sur la pierre. Le vent faisait bruisser les drapeaux alentour. Il s'agenouilla et dit d'une voix basse. « Général, je ne vous ai jamais connu en personne. Mais je porte vos valeurs dans chaque geste, chaque mot, chaque décision. Vous avez pardonné à mon père. Et grâce à ça, vous avez sauvé son âme, et donné un sens à ma vie. » Il se releva, salua la tombe, puis quitta le cimetière, le cœur plein de paix. Des années plus tard, on parlerait encore du « Code Walker », un ensemble de principes enseignés à tous les officiers. Servir sans distinction. Protéger sans préjugés. Juger par les actes, jamais par la couleur. Sur le fronton de l'Académie nationale, on grava une phrase devenue immortelle. Le véritable pouvoir d'un uniforme n'est pas dans la force qu'il impose, mais dans la justice qu'il inspire. Général Marcus D. Walker. Et chaque nouvelle génération d'officiers, en prêtant serment, répétait à voix haute les mots qu'il avait prononcés le jour de sa rédemption. Ne laissez jamais la haine vous voler votre honneur. Ainsi, même après sa mort, le général Marcus Walker continua de guider son pays. Non pas avec son épée, mais avec sa sagesse. Et pour tous ceux qui connaissaient son histoire, une certitude demeurait. Les héros ne meurent jamais, ils deviennent des principes.